Les aventures en safari offrent un aperçu de la beauté brute de la nature, mais parfois cette beauté se révèle fatale. Découvrons 5 des décès les plus troublants sur les safaris animaliers, des récits de guides expérimentés et de touristes innocents piégés dans la nature sauvage. Des histoires tragiques que vous ne serez pas prêts d'oublier. En mars 2006, le docteur Richard K. Root, expert internationalement reconnu en maladies infectieuses, participait à une excursion animalière sur le fleuve Limpopo, au Botswana. Richard était venu dans ce pays pour aider à combattre l'une des affections les plus cruelles au monde. Pourtant, le réputé médecin américain rencontra une fin violente et tragique. Cet incident choqua la communauté médicale et écourta la vie d'un homme qui avait voué sa carrière aux soins des autres. Né le 1er décembre 1937 à New York, le parcours de Richard en médecine se distingua dès le départ. Diplômé de l'université Wesleyan en 1959, il obtint son diplôme de médecin à l'université Johns Hopkins en 1963 et effectua sa résidence en médecine interne au Massachusetts General Hospital. Au cours des décennies suivantes, il occupa certains des postes les plus prestigieux en médecine académique, notamment en dirigeant des départements à l'université de Yale, à l'université de Californie à San Francisco et à l'université de Washington. En 1971, alors qu'il était à l'université de Pennsylvanie, il fonda et lança la division des maladies infectieuses, contribuant ainsi à forger la discipline tant au niveau national qu'international. Au moment de sa retraite en 2002, Richard était devenu le mentor d'une génération de médecins et de chercheurs, reconnus tant pour son excellence clinique que pour son engagement dans l'enseignement. Pourtant, la retraite ne mit pas un terme à sa contribution. Lorsque l'université de Pennsylvanie l'invita à soutenir son programme VIH-Sida au Botswana, il accepta sans hésiter. Profondément motivé par l'opportunité d'enseigner et de soigner des patients dans une région dévastée par l'épidémie du VIH, Richard s'engagea dans un séjour de 2 mois qui symbolisait sa dévotion de toute une vie au service des autres. Il arriva au Botswana en compagnie de sa nouvelle épouse, Rita O'Boyle, désireux de contribuer à une initiative soutenue en partie par la Bill & Melinda Gates Foundation. Sur place, il prodigua des soins directs aux patients, forma les cliniciens locaux et retrouva les fondamentaux de la médecine au chevet. De toute évidence, Richard s'épanouissait. Il exprimait souvent un profond sentiment d'accomplissement dans son rôle. À peine un jour avant la tragédie, il revenait d'une clinique isolée, ému par les patients qu'il avait traités et renforcés dans sa quête de sens. Le 19 mars 2006, environ 4 semaines après son arrivée, Richard et Rita entreprirent une excursion en canoë sur le fleuve Limpopo, au cœur de la réserve naturelle de Tuli. Il partagea l'embarcation avec un guide naviguant en avance tandis que Rita se trouvait dans un canoë séparé à environ 18 mètres derrière. Le canoë utilisé était un bateau robuste, fabriqué industriellement, et non pas un canoë tronqué instable comme certains rapports l'ont malencontreusement indiqué. Sans aucun avertissement, le bateau se mit à trembler violemment. Un crocodile dont la taille était estimée entre 4 et 4,5 mètres se jeta soudainement et arracha Richard par-dessus bord. L'embarcation resta intacte, mais Richard disparut sous la surface, sans jamais réapparaître. Les recherches débutèrent immédiatement. 4 jours plus tard, son corps fut retrouvé près du lieu de l'attaque. Il s'agissait d'un incident sans précédent. Les guides locaux et les experts de la faune notèrent qu'aucune attaque de crocodile n'avait jamais été signalée dans cette partie du fleuve. La tragédie fut d'autant plus déchirante pour Rita, qui avait assisté à l'attaque depuis son bateau voisin et n'avait pu intervenir. Ses collègues se souviennent de lui non seulement pour ses travaux révolutionnaires en biologie des leucocytes et en sepsie, mais aussi pour sa passion d'enseignant. Son enthousiasme avait touché d'innombrables vies, qu'il s'agisse des étudiants, de ses pairs ou des patients qu'il soignait aux 4 coins du globe. Il avait retrouvé la joie de vivre après le décès de sa première épouse, Marilyn, en 2001 et avait entamé un second mariage avec énergie et optimisme. Il laisse derrière lui Rita, ses fils et une sœur. Dans ces dernières semaines, Richard était revenu à l'essence même de la médecine. La connexion humaine, la guérison et l'enseignement. Il est décédé en faisant ce qu'il aimait dans un lieu qui avait ravivé son esprit et rappelé sa vocation. Par une chaude matinée d'août 2020, un jeune guide safari prometteur perdit la vie dans un incident horrible qui continue de hanter ceux qu'il aimait. Sheldon Hooper, âgé de seulement 27 ans, trouva la mort alors qu'il travaillait au Thornybush River Lodge dans le Limpopo en Afrique du Sud. Sa disparition dévasta non seulement sa famille et ses collègues, mais elle déclencha également une lutte incessante pour obtenir justice et responsabilisation. À 27 ans, Sheldon était un guide de terrain expérimenté et respecté, ayant intégré le lodge en juillet 2019.
Connu pour sa gentillesse, son esprit vif et son profond respect pour la faune, il gagna rapidement l'admiration tant des visiteurs que de ses collaborateurs. Doté d'un talent pour raconter des histoires, ainsi que pour la photographie et l'écriture, il contribuait souvent au blog du Lodge. Avec son humour décalé et son sourire communicatif, il laissait une empreinte indélébile sur tous ceux qui le rencontraient. Par-dessus tout, Sheldon s'investissait pleinement dans la conservation et l'égalité sur le terrain, militant en faveur de l'inclusion des Sud-Africains les moins privilégiés dans le secteur qu'il chérissait. Le matin du 18 août 2020, Sheldon fut chargé d'inspecter la clôture qui entourait le lodge suite à des signalements indiquant que des éléphants avaient envahi l'enceinte pendant la nuit. Accompagné d'un collègue, il rencontra un troupeau de 9 éléphants composé de 3 femelles adultes et de 6 veaux. Selon Trevor Jordan, le directeur général du lodge, Sheldon et son collègue se trouvaient à environ 65 pieds des éléphants, une distance particulièrement rapprochée compte tenu de la présence des jeunes. L'une des femelles adultes, vraisemblablement effrayée et agissant par instinct maternel, se lança soudainement à l'attaque. L'éléphant frappa Sheldon avec ses défenses, perçant son genou et lui infligeant une blessure fatale juste au-dessus du cœur et en dessous de la clavicule. Malgré une hémorragie abondante, Sheldon resta conscient un certain temps. Dans ses derniers instants, il parvint à appeler sa petite amie, Rebecca Rawls, également employée au lodge. Elle accourut immédiatement et tenta désespérément de le sauver. Sheldon s'éteignit dans ses bras. Les premiers communiqués du lodge indiquaient que Sheldon était décédé dans les 20 minutes suivant l'attaque. Toutefois, son père, Gordon Hooper, contesta cette version, affirmant que les relevés montraient qu'il avait fallu 42 minutes pour que son fils expire. Il fit également remarquer que Sheldon avait été attaqué à seulement 30 mètres de la suite royale du lodge, soulevant ainsi des interrogations quant au retard de la réponse d'urgence. Pour Gordon et son épouse Cindy, ces incohérences marquaient le début d'une quête douloureuse et inachevée de la vérité. Les Hooper refusent d'accepter le récit avancé par le lodge, lequel affirmait que la proximité de Sheldon avec le veau avait constitué un malencontreux écart de jugement. Gordon s'interrogea notamment sur l'absence d'outils, y compris le voltmètre nécessaire à ce type d'inspection, lors de l'intervention de son fils. Pire encore, il apprit que Sheldon était la 11e personne à être attaquée par le même éléphant en quelques semaines. La famille Hooper est convaincue que l'inaction antérieure du lodge a directement contribué à la mort de leur fils. Le lodge décida de mandater une enquête interne par le biais d'une entreprise avec laquelle il entretenait une relation commerciale de longue date. Bien que l'enquêteur, Albert Ferreira, fût présenté comme indépendant, Gordon reste sceptique quant à l'objectivité des conclusions. En parallèle, il mena lui-même une enquête exhaustive en s'appuyant sur les relevés téléphoniques, les emails et les messages WhatsApp de Sheldon, reconstituant en détail les semaines précédant la tragédie. Malgré de multiples sollicitations, le lodge a refusé de réviser son communiqué officiel ou d'en publier un nouveau reconnaissant ses constats, invoquant apparemment la crainte d'éventuelles auto-incriminations. La douleur de perdre Sheldon reste vive pour Gordon et Cindy. Gordon a exprimé que perdre un enfant ne se résume pas à une simple perte que l'on pleure. C'est, en réalité, un traumatisme. Déterminés à faire en sorte que la mort de Sheldon ne soit pas vaine, ils ont fait appel à un enquêteur spécialisé et lancé la Sheldon Hooper Little 5 Million Foundation pour concrétiser son rêve de rendre la conservation plus inclusive. La mémoire de Sheldon perdure non seulement à travers cette mission, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Un homme au grand cœur, emporté trop tôt par une tragédie qui, selon sa famille, n'aurait jamais dû se produire. En juin 2015, un incident fatal dans un parc animalier d'Afrique du Sud attire l'attention internationale. Une jeune femme pleine d'avenir perd la vie lors d'une attaque épouvantable, soulevant de sérieuses interrogations sur la sécurité, le tourisme animalier et les conséquences tragiques de décisions prises sur un coup de tête. Catherine Catillier-Chapelle était une monteuse d'effets visuels talentueuse, reconnue pour son travail sur de grandes productions telles que Game of Thrones, Captain America, The Winter Soldier et Divergent. Née le 19 décembre 1985 à New York, elle obtint en 2008 un diplôme en études cinématographiques et production à l'Université Hofstra. En 2013, elle s'installa à Vancouver où elle rejoignit la société d'effets visuels Scanline VFX. Son talent et son dévouement lui permirent, avec son équipe, de remporter un Emmy pour leur travail sur l'épisode The Children de Game of Thrones en 2014. Katie était bien plus que sa carrière. Passionnée par la conservation des animaux, elle recueillait activement des fonds pour Wildlife ACT, une association à but non lucratif dédiée à la protection des espèces menacées. Son voyage en Afrique du Sud s'inscrivait dans le cadre d'une mission de bénévolat.
Elle travaillait également dans une réserve naturelle pour soutenir les efforts de conservation et nourrissait l'ambition de réaliser un documentaire sur la crise du braconnage affectant rhinocéros et éléphants. Sa mère la décrivait comme quelqu'un qui menait une vie d'aventure et qui avait beaucoup voyagé, visitant le Japon, l'Australie, l'Europe, entre autres. Le 1er juin 2015, Katie visita Lyon Park, situé à environ 30 km au nord de Johannesburg. Elle fut accompagnée du tour opérateur Pierre Podgeter, 66 ans, propriétaire de Calabash Tour. Le Lyon Park est réputé pour permettre aux visiteurs de circuler en véhicule à travers des enclos abritant de grands félins dans un cadre naturaliste. Toutefois, des avertissements répétés, sous forme de panneaux dans tout le parc et de documents distribués à l'entrée, rappelaient de ne pas ouvrir les fenêtres. Les récits du jour indiquent que leur véhicule s'arrêta près d'un groupe de lions. Apparemment, Katie et le conducteur baissèrent leurs fenêtres, vraisemblablement pour prendre des photos. Des témoins, dont l'ingénieur Ben Govender se trouvant dans un véhicule voisin, assistèrent à la scène. Au départ, les lions semblaient indifférents. Puis, sans avertissement, une lionne s'approcha du côté passager. Se dressant sur ses pattes arrière, elle appuya ses pattes contre le flanc du véhicule utilitaire. Dans un mouvement brusque et violent, elle força sa tête à travers la fenêtre ouverte et mordit Katie au cou. L'attaque fut rapide et brutale. Podgeter tenta de repousser la lionne en lui assénant apparemment des coups de poing et en essayant de la faire reculer. Il subit des blessures au bras et il est même supposé qu'il aurait fait une crise cardiaque durant l'incident. Des témoins, paniqués, actionnèrent leurs klaxons et les gardes-parcs se précipitèrent sur les lieux. À ce moment-là, la lionne s'était retirée, le sang dégoulinant de sa bouche et de sa patte, tandis que Katie perdait énormément de sang. Dans une tentative désespérée de la sauver, Podgeter opposa une pression sur ses blessures. Mais dès l'arrivée des secours, elle avait succombé à ses blessures. La mort de Katie fut la 3e attaque de grands félins enregistrée dans le parc en l'espace de 4 mois, ravivant ainsi la critique sur les mesures de sécurité en place. Calabash Tour publia un communiqué en défendant Podgeter, affirmant que c'était Katie qui avait ouvert sa fenêtre à la dernière minute et qu'il avait tout fait pour intervenir. La société dénonça également l'hésitation d'un membre du personnel qui, selon les dires, n'aurait pas administré les premiers secours sans délai. Le parc, pour sa part, soutint avoir fourni suffisamment d'avertissements et insista sur le fait que le respect strict des règles aurait évité la tragédie. La lionne impliquée ne fut pas euthanasiée, mais fut transférée dans un autre enclos. Cet incident relança le débat sur la responsabilité des établissements animaliers et des touristes afin d'assurer des rencontres sûres avec ces animaux dangereux. Katie fut honorée lors d'un service commémoratif dans sa ville natale, Rye, New York. Sa famille se souvint d'elle comme d'une personne brillante, aventureuse et pleine de vie. Des hommages affluèrent de ses collègues, des militants pour la conservation et de ses proches. Son employeur, Scanline VFX, déclara être dévasté par cette perte. L'héritage de Catherine Chappell reste aujourd'hui un rappel poignant des risques qui existent à l'intersection entre la curiosité humaine et la nature sauvage. Dans un recoin isolé du nord de l'Afrique du Sud, au cœur de l'immense réserve de Madikwe, un événement tragique s'est déroulé, provoquant des ondes de choc dans la communauté de la conservation de la faune. Un garde forestier chevronné, respecté, expérimenté et profondément engagé, a perdu la vie dans un incident rare mais dévastateur, impliquant l'une des forces de la nature les plus dangereuses. Mark Lautenbach, 33 ans, était bien plus qu'un simple garde forestier. Guide aguerri, pisteur expert, spécialiste des oiseaux et photographe animalier de renom, il était connu à travers tout le pays pour sa connaissance approfondie de la brousse et de ses créatures. Né à Hood Bay, près du Cap, il s'était forgé une réputation d'excellence et de leadership, devenant finalement le responsable et guide principal du Leopard Rock Lodge, niché au cœur de la réserve de Madikwe, qui s'étend sur 70 000 hectares, près de la frontière avec le Botswana. Le lodge surplombe un point d'eau le long de la rivière Murera et abrite les Big Five de l'Afrique, l'éléphant, le buffle, le léopard, le lion et le rhinocéros. Le calme, les instincts aiguisés et les vastes connaissances de Mark faisaient de lui l'un des 5 meilleurs gardes forestiers d'Afrique du Sud. Ses services de photographe professionnel étaient très prisés et ses collègues le décrivaient comme humble, généreux et toujours prêt à donner un coup de main. Ceux qui le connaissaient le mieux appréciaient non seulement ses compétences, mais aussi son profond engagement en faveur de la conservation de la faune. Un vendredi fatidique, cette dévotion lui coûta la vie. Un éléphant mâle âgé, estimé à plus de 6 tonnes, parvint à briser la clôture périphérique du Leopard Rock Lodge et pénétra dans la zone réservée aux touristes. L'animal était en meute.
un état reproductif accentué propre aux éléphants mâles, caractérisé par une poussée de testostérone pouvant atteindre 6 à 10 fois la normale. Cet état, qui peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois, entraîne une agressivité et une imprévisibilité accrues. Le mus-TH se manifeste par des signes physiques tels qu'un gonflement derrière les yeux et une démarche particulière accompagnée d'un écoulement continu d'urine. Les experts préviennent que les éléphants en mus sont nettement plus dangereux, envoyant des signaux autant aux partenaires potentiels qu'aux rivaux. Conscient du danger immédiat pesant sur les visiteurs et le personnel, Mark intervint pour tenter de désamorcer la situation. Le mâle chargea et Mark ne put s'échapper. Des témoins rapportèrent qu'il fut piétiné à plusieurs reprises, subissant des blessures étendues qui s'avérèrent fatales. Le personnel sur place fut impuissant face à l'attaque dans un moment de chaos total et d'horreur, un garde forestier expérimenté, submergé par la force immense d'un animal perturbé. Dans la foulée, l'éléphant fut euthanasié. Les autorités craignaient qu'après un premier meurtre, l'animal puisse recommencer. Cette décision, bien que difficile, fut jugée nécessaire pour garantir la sécurité des autres personnes dans la réserve. La mort de Mark fit l'effet d'une onde de choc dans la communauté de la faune et au-delà. Collègues, amis et militants de la conservation exprimèrent leur tristesse et leur admiration pour cet homme qui avait sacrifié sa vie pour protéger la terre et les créatures qu'il aimait. L'Association des guides de terrain d'Afrique du Sud publia un communiqué poignant et nombre d'hommages affluèrent sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui le connaissaient personnellement. Desbo Moono, membre du Conseil exécutif pour l'environnement et le développement agricole, qualifia son décès de perte profonde pour le secteur de la faune du pays, soulignant son engagement et son professionnalisme. Sa compagne Nadia, qui travaillait également au lodge, fut décrite comme inconsolable dans les jours qui suivirent la tragédie. La mère de Mark, Felicity, et son frère cadet, Tom, étaient auprès d'elle pour apporter soutien et réconfort au milieu du chagrin partagé. Ce n'était pas le premier incident fatal impliquant un éléphant mâle en must et, tragiquement, il ne sera probablement pas le dernier. Mais la perte de Mark Lautenbach demeure un rappel saisissant de l'équilibre imprévisible et souvent périlleux entre l'homme et la nature sauvage. Dans ces derniers instants, Mark n'agissait pas par peur mais par devoir. Un acte de courage qui lui a coûté la vie et qui, sans aucun doute, en a sauvé d'autres. Des vacances destinées à célébrer la vie et la famille se sont transformées en tragédie lorsque Carol Sue Kirken, une figure emblématique de la communauté de Rochester Hills dans le Michigan, a été tuée par un animal féroce lors d'un safari africain en Tanzanie. L'inattendu de l'événement, associé aux vastes contributions de Carol auprès de sa communauté, a plongé tous ceux qui la connaissaient dans un profond deuil. Âgée de 75 ans, Carol était une femme qui vivait avec un but et une énergie communicative. Infirmière de formation, elle étendait son influence bien au-delà du domaine des soins de santé. En tant que représentante des services médicaux et recruteuse de médecins pour le Crittenton Hospital Medical Center, elle œuvrait directement à améliorer des vies par la médecine et, indirectement, par son militantisme. Elle fut également l'une des membres fondatrices du Women's Fund of Rochester Hills, qui collectait et distribuait d'importantes donations pour aider les femmes et les enfants dans le besoin. Elle faisait du bénévolat à la North Auckland Young Men's Christian Association et apportait son soutien aux familles militaires, se concentrant toujours sur les plus vulnérables. Carol occupait le poste de vice-présidente nationale chez Arbonne Cosmetics Company et animait des cours éducatifs sur les produits de la marque. Son style de leadership, discret mais percutant, lui permettait d'inspirer, de dynamiser et de motiver par sa seule présence. Le maire, Brian Barnett, se souvenait d'elle comme d'une personne dont la sincérité et l'enthousiasme incitaient les autres à agir. Quand Carol sollicitait de l'aide, chacun écoutait, non par obligation, mais parce que ses causes étaient toujours ancrées dans la compassion. Amatrice de voyage, Carol documentait ses périples au travers de publications Facebook vibrantes. Ce voyage en Tanzanie était une affaire de famille puisqu'elle était accompagnée de son fils Robert, doyen d'université à Corpus Christi au Texas. Le 5 août 2017, alors qu'elle observait un groupe d'hippopotames lors du safari, Carol fut attaquée. Bien que les détails exacts restent flous, on sait qu'elle succomba rapidement dans les bras de son fils. Quelques heures plus tôt, elle avait partagé son émerveillement devant la grande migration des hippopotames et des éléphants mâles, témoignage de son esprit aventureux et de sa joie face à la nature. Les hippopotames, malgré leur régime herbivore et leur apparence apparemment docile, figurent parmi les mammifères les plus meurtriers au monde. Extrêmement territoriaux, ils attaquent souvent sans prévenir. Dans le cas de Carol, l'isolement du lieu et la rapidité de l'attaque n'ont laissé aucune chance à une intervention médicale. La nouvelle du décès de Carol a profondément choqué sa communauté.
Amis et familles se sont emparés des réseaux sociaux pour partager leurs souvenirs et exprimer leur incrédulité. Son petit-fils, Eric Strickler, l'a qualifiée de la plus merveilleuse des grand-mères que l'on puisse espérer. De vieux amis la décrivaient comme une dynamo et une fusée de passion et d'enthousiasme, capable, rien qu'à sa présence, d'élever ceux qui l'entouraient. Ceux qui l'avaient côtoyé dans divers conseils, comités et initiatives philanthropiques se rappelaient de sa discrète autorité et de son engagement infatigable à faire la différence. Son avis de décès évoquait la douleur de ceux qui restent, une femme ayant dépassé les 75 ans mais résolue à atteindre les 100, ne montrant aucun signe de ralentissement et emportée bien trop tôt. La famille publia un communiqué exprimant son choc et sa peine, reconnaissant le vide que son absence laisse tant dans leur vie que dans la communauté tout entière. Carol laisse derrière elle son mari Bill, 3 enfants et 5 petits-enfants. Bien que sa vie se soit achevée dans la tragédie, la mémoire de Carol Sukirken perdure à travers les vies qu'elle a touchées et les causes qu'elle a défendues. Son héritage demeure comme le rappel de la manière dont la passion d'une seule personne peut se répandre et avoir un impact profond sur un monde qui reste désormais cruellement son absence.